Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la transition énergétique et de son impact attendu sur le cours des métaux. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bon, pour vous, que révèle cette crise énergétique dans notre appréhension de cette nécessaire transition énergétique? Elle révèle une chose, c'est que en fait, on a pris le problème peut-être à l'envers et on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que on s'est beaucoup attaché à réduire l'offre de pétrole. On est d'accord sur l'idée qu'il faut sortir des énergies fossiles, donc on a commencé par s'atteler à contraindre l'offre. Mais dans le même temps, on n'a pas du tout travaillé sur une réduction de la demande parce que c'est plus difficile socialement, c'est difficile à faire accepter. Parce que ça veut dire aussi passer par des hausses de prix. Ouais. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation aujourd'hui où l'offre est déjà contrainte et où les solutions alternatives à la demande d'énergie fossile ne sont pas encore totalement finalisées. Résultat, plus de demandes et une offre contrainte, on se retrouve avec des prix qui s'envolent. Ça révèle donc une chose, David, c'est qu'il faut énormément accélérer sur la transition énergétique, énormément accélérée sur le développement des renouvelables et peut-être aussi sur le développement du nucléaire, comme le rapport publié par RTE pour les futurs possibles pour l'énergie française l'ont expliqué il y a quelques semaines maintenant. Sur la partie demande d'énergie, Benjamin, il faut travailler sur cette demande d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver une forme de sobriété, moins consommer, c'est revoir l'efficacité, notamment les rénovations des bâtiments. On ne le fait pas assez. Puis après, il y a le signal prix qu'on envoie avec plus de taxes, mais ce n'est pas toujours bien accueilli par les populations. Oui, alors il y a trois solutions pour essayer de régler cette crise énergétique et pour faire une vraie transition. La première, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est la sobriété. C'est moins de consommation pour un même usage. La deuxième, c'est l'efficacité. C'est là encore, enfin, la sobriété, c'est plutôt moins d'usage pour une même consommation. L'efficacité, moins d'usage pour la même consommation. Donc, c'est les deux principales pistes pour réduire. Et puis après, il faut changer la source énergétique pour arriver à décarboner, puisque, je le rappelle, c'est notre principal objectif, c'est d'arriver à consommer peut-être mieux, mais surtout consommer moins polluant et se débarrasser des émissions de CO2. Sur la partie impôt, est-ce qu'il faut taxer plus les énergies fossiles? Quand on voit ce que vient de faire le gouvernement en France, quand le prix à la pompe monte un petit peu, c'est juste le contraire de ce qu'il faudrait faire. Enfin, ça envoie des signaux qui sont contradictoires. On dit qu'il faut plus taxer, et dès que c'est un peu cher le pétrole, on fait un chèque de 100 euros. Alors, il faut absolument, à mon sens, valoriser les externalités négatives. C'est ce que fait la taxe carbone, parce que c'est un signal important. Mais pour pouvoir faire ça de façon acceptable socialement, il faut que les offres alternatives de sources d'énergie non carbonées et donc non soumises à ces externalités négatives soient disponibles en grande quantité. Si ça n'est pas le cas, évidemment, il y a un signal prix qui va se révéler, qui va venir s'ajouter à la taxe et ça va faire un double impact sur le revenu des ménages, sur la consommation des ménages, et ça sera très difficile à accepter socialement. Ouais, et surtout, quelque part, un rejet de cette transition énergétique Exactement. qui socialement n'est pas... L'acceptabilité sociale de cette transition passe par le fait qu'on arrive à la rendre, entre guillemets, désirable, et pour ça, il faut qu'elle ne soit pas trop coûteuse et qu'elle ne modifie pas profondément le niveau de vie. Elle modifiera la vie de l'ensemble de la population, mais elle ne doit pas modifier le niveau de vie pour qu'elle reste acceptable par la population dans son ensemble. Il faut travailler sur la demande d'énergie, il faut travailler sur l'offre, évidemment, l'offre d'énergie non carbonée. Il faut aller beaucoup plus vite sur les fermes éoliennes et sur le solaire. Quand on voit les chiffres, il faut multiplier, je ne sais plus, multiplier par 4, par 5, c'est ça, par rapport au... Oui. Alors, si on regarde le rapport qu'a fait l'Agence internationale à l'énergie, juste pour rappel, l'Agence internationale à l'énergie, c'est une agence qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique. Et cette agence a publié juste avant l'été un rapport qui s'appelle Net Zéro en 2050, une feuille de route vers la neutralité, où elle résume son parcours souhaitable pour arriver à tenir l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire être net zéro en émissions carbone en 2050. Et ce qui ressort effectivement de cette étude, c'est qu'on ne va pas du tout assez vite. On a pourtant l'année dernière battu un record d'installation de photovoltaïque dans le monde. On a installé
130 gigawatts. Alors, ça ne vous parle pas vraiment, mais ce que dit l'agence, c'est que si on veut tenir l'accord de Paris, en fait, il faudrait installer presque 5 fois ça tous les ans. Donc, Et c'est tous on a les ans. fait Attendez, beaucoup d'efforts. c'est tous les ans. 5 fois ça tous les ans. 5 fois ça tous les ans. L'AIE va même plus loin. Elle explique que, pour être encore plus concrète, ça veut dire que entre aujourd'hui et 2030, il faut installer tous les jours, j'ai bien dit tous les jours, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire aujourd'hui en activité dans le monde. Ça fait un challenge énorme, mais encore une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile à mettre en place parce que ça demande des investissements, ça demande une mise en place industrielle. Mais il y a une chose dont on est sûr, David, c'est que si on ne le fait pas, ça nous coûtera beaucoup plus cher que si on le fait. Parce que les conséquences en termes de catastrophes naturelles, en termes de réchauffement, en termes de migration de population, seront tellement colossales que cette transition coûtera de l'argent, mais il faut absolument la faire pour rester dans un monde vivable. Ouais, il coûtera de l'argent, il coûtera des métaux aussi. Parce qu'avec du pétrole, on est dépendant, au pays de l'OPEP, notamment, pour produire. Ouais. Là, on va être dépendant des métaux et des pays dans lesquels on peut produire des métaux. Oui, c'est un sujet qui est important parce que certains, dans Il y a une le prise de cadre de la conscience campagne, d'ailleurs. Ouais, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics sur ces sujets-là. alors, il y a une prise de conscience et c'est important parce qu'effectivement, dans le cadre du début de cette campagne présidentielle qu'on va connaître en France dans les mois qui viennent, on voit un certain nombre d'hommes politiques annoncer que ça sera un moyen pour nous de passer aux énergies renouvelables, ce serait un moyen d'asseoir notre indépendance énergétique. Alors c'est vrai que le vent et le soleil se situent chez nous, donc il y a une certaine indépendance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fabrique pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fabrique de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce convertisseur, eh bien, il est fait de métaux, d'aluminium, de cuivre, de zinc, de plomb, de platine, d'argent. Qui sont Et donc, extraits, qui ne sont pas extraits en France, qui sont extraits un peu et partout qui dans ne le sont monde. pas extraits en France et qui sont extraits dans des pays qui ne sont pas les pays producteurs d'énergie fossile. Or, on a constitué notre diplomatie et notre géopolitique ces dernières décennies autour de ces énergies fossiles. Donc, il faut repenser l'intégralité de ces relations. Je prendrai un exemple. Le plus gros pays producteur de cuivre, c'est le Chili. Aujourd'hui, quelles sont nos relations diplomatiques avec le Chili? Est-ce qu'elles sont très développées ou est-ce qu'elles pourraient être mieux développées? C'est une première chose. On a aussi l'exemple de la République démocratique du Congo. 60 à 65% des réserves mondiales de cobalt se trouvent là-bas. Est-ce que nos relations diplomatiques avec ce pays sont élevées? Et puis, on a des pays encore plus problématiques, des pays comme la Chine. La Chine est le premier producteur de terres rares, qui sont des matériaux qui sont absolument indispensables à un certain nombre de technologies. Pas forcément trop dans les technologies des énergies renouvelables, contrairement à ce que peuvent penser les gens, mais c'est aussi un gros raffineur de plein de métaux. Je prendrai deux exemples. Pour les batteries des véhicules électriques, il nous faut du cobalt et du lithium. Eh bien, la Chine raffine aujourd'hui au moins 65 à 70% de tout le cobalt et de tout le lithium produit sur la planète. Donc, il y a un passage obligé dans les relations diplomatiques avec la Chine sur lesquelles il va falloir beaucoup travailler si on veut pouvoir s'assurer un avenir énergétique. Mais en tout état de cause, il faut bien comprendre qu'on transforme une dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et donc, on a toujours une dépendance énergétique. Alors, une bonne nouvelle quand même au milieu de tout ça, c'est qu'on peut se servir de ce qu'on appelle les mines urbaines. On a tous chez nous dans nos tiroirs des téléphones qui dorment et qu'on pourrait éventuellement recycler. Et ça permettrait évidemment d'avoir une certaine indépendance énergétique en produisant une partie de ces métaux chez nous. Ouais. Sachant que les métaux, est-ce qu'il y en aura assez s'il faut multiplier par 4 ou par 5 les fermes solaires ou éoliennes? Il y aura assez de métaux. À quel rythme on peut les sortir et est-ce qu'il y en a assez sous terre? Alors, il y a deux problèmes, effectivement, David. Vous avez raison de le souligner. Le premier, est-ce qu'on en aura assez? Il est probable qu'on en ait assez. Pourquoi? Parce que les métaux sont ce qu'on appelle des matières premières de stock. C'est-à-dire que quand vous utilisez du pétrole, le pétrole, vous le brûlez, après, il n'existe plus. C'est une matière première de consommation, donc vous ne pouvez pas le remobiliser. Les métaux, quand vous les consommez, ils ne disparaissent pas. Donc, vous constituez un stock. Et donc, à un moment, quand vous manquez d'un métal, eh bien, vous pouvez faire quelque chose d'assez simple, en fait. C'est monter le prix de ce métal pour inciter une partie des personnes qui possèdent une partie de ce stock à le remettre sur le marché. Donc, on devrait pouvoir arriver à s'en sortir au moins pour les décennies qui viennent, et je dirais au moins jusqu'à la fin de ce siècle. Mais après, il y a un deuxième problème. C'est que là, on a besoin de faire une accélération énorme dans le domaine des énergies renouvelables, on l'a dit.
Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Et donc, les besoins vont être énormes tout de suite. Et donc, au-delà du problème de la taille de la poche, de combien on dispose de cuivre, va aussi se poser ce que j'appelle la taille du robinet. Combien on C'est-à-dire à peut en quelle extraire? vitesse, Combien on peut en extraire chaque voilà, année? à quelle vitesse on peut l'extraire de sous la croûte terrestre. Et là, il y a des raisons de s'inquiéter. Il va falloir réfléchir vraiment à ce problème-là. Si je prends l'exemple du cuivre, l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, a fait une étude sur ce sujet. Et quand ils sont allés voir le Chili, donc qui est le plus gros producteur de cuivre, pour présenter cette étude, où ils annonçaient quand même qu'on pourrait avoir consommé 90% des réserves trouvées actuellement de cuivre en 2050 compte tenu de nos besoins, même avec un taux de recyclage élevé, les Chiliens leur ont posé juste une question. Ils leur ont dit, mais quel type de croissance de production il vous faut pour arriver à soutenir votre modèle de développement durable? Et là, l'IFPEN a dit, dans notre modèle, il faut 4,5% de croissance par an. Et là, le Chili a été très clair. Ils ont dit, nous, on ne sait pas faire ça. On sait faire au maximum 2 à 2,5%. Donc, il y a un double problème. Il y a de combien de métaux on dispose, mais surtout, à quelle vitesse on peut les extraire de façon à répondre à cette Et cette question demande se pose croissante. sur tous les métaux. Et si elle se pose sur tous les métaux, c'est la question derrière, c'est ce qu'on n'est pas en train d'assister et qui a déjà commencé à une espèce de méga trend haussier sur les métaux, avec des cours qui sont déjà élevés sur voilà, cuivre, aluminium, zinc, nickel, plomb, palladium et j'en oublie un. Oui, alors elle se pose effectivement de savoir s'il y a ce mégatrend. Nous, on a tendance à penser chez Ophi Asset Management qu'il y a un mégatrend qui est en train de s'affirmer dans ce domaine-là, puisque je le disais, on n'a pas d'autre choix. Il faut faire cette transition et ça va mettre la pression sur un certain nombre de métaux. Alors, on peut essayer de contraindre un petit peu cette problématique de manque de disponibilité. Pour moi, il y a un élément essentiel qu'il faut prendre en compte. Ça a commencé à être compris par les pouvoirs publics, puisque dans le plan France 2030 annoncé par Emmanuel Macron, il y a Oui, 1 milliard d'euros qui sont consacrés pour à la sécuriser les sécurisation. approvisionnements en métaux. Exactement. Donc, on a commencé à le comprendre, mais pour moi, il faut aller plus loin. On a en Europe mis en place un texte qui s'appelle la taxonomie, qui vise à guider les investissements vers les technologies qui sont indispensables à la réussite de la transition, c'est-à-dire vers les technologies bas carbone. Et aujourd'hui, dans cette taxonomie, ne figure pas l'industrie minière. Or, il faut comprendre qu'on ne fera pas cette transition sans métaux. Et donc, pour moi, il est assez urgent que les autorités européennes se reposent cette question et intègrent l'industrie minière d'une façon ou d'une autre, avec des seuils éventuellement, comme sur d'autres sources bas carbone, mais que ça soit intégré dans la taxonomie si on veut avoir un futur soutenable et une possibilité de développer les énergies renouvelables comme on l'envisage. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet. Merci Benjamin. À bientôt. Merci David. Voilà, ça vaut le coup. On revient évidemment la semaine prochaine ici sur Boursorama.